Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 11 janvier 2023. Tout de suite, on était à des informations de ce jour. Un nouveau-né a été kidnappé mardi dans une clinique privée de Tanambao à Tuliar. Les policiers l'ont finalement retrouvé dans le Fuktan d'un Kilmarovati chez une dame vers 3 heures du matin. Cette dernière a été arrêtée avec une sage-femme de la clinique, suspectée d'avoir facilité le kidnapping. En effet, les témoins affirment avoir vu une femme portant une blouse blanche qui emmenait le bébé pour une prétendue visite médicale. En réalité, c'était un subterfuge pour pouvoir sortir le nouveau-né de la chambre de sa mère. La disparition du bébé a enflammé la toilière. Cette situation a créé la panique dans toute la clinique et les forces de l'ordre ont dû intervenir afin de calmer la foule immense venue demander la suite de ce kidnapping. Affaire à suivre donc. Toujours dans ce page fait divers, les policiers du commissariat des 67 hectares ont tiré sur un braqueur qui tentait de s'en prendre à une personne qui s'apprêtait à déposer de l'argent dans un cache-point. Ses complices se sont échappés et sont toujours recherchés. Ils n'ont rien pu prendre et la victime est saine et sauve selon les informations de la police. Félan Rakoudarsou nous en dit plus. Les policiers du commissariat des 67 hectares se concentrent sur la recherche et l'arrestation des auteurs des braquages. Ils interviennent également de manière plus intense pour prévenir les actes criminels sur le terrain. C'est ce qui s'est passé hier à Nkassn. Un braquage a été évité. En effet, des bandits s'apprêtaient à s'en prendre à une personne qui voulait déposer de l'argent auprès d'un cache-point. Mais les policiers avaient reçu des informations à l'avance et quelques-uns d'entre eux, en tenue civile, attendaient ces braqueurs. Les policiers ont dû tirer car les voleurs ont résisté. Ainsi, l'un des bandits a été abattu, tandis que les deux autres se sont échappés. La victime, quant à elle, est saine et sauve. L'enquête sur cette affaire est ouverte selon les informations reçues au sein de la police. Ensuite, l'insécurité règne dans la capitale de Mahdiang, région de Bouine. Actuellement, les vols à la tire et les vols de proximité sont l'objet des principales plaintes des habitants, notamment sur la route menant à Mbourvi et à Mbonjn et le Fuktan d'Antassimassad. Ces endroits sont classés par les résidents comme des zones rouges pour cette insécurité. Face à cela, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, en collaboration avec la commune urbaine de Mahdiang, a contribué à l'éclairage de ces lieux. Les lampadaires a été installés aujourd'hui pour éclairer toutes les routes qui craignent quand il fait noir. Anena Martina. Les habitants de Mahdiang se plaignent de l'insécurité qui règne depuis longtemps, comme les vols à la tire qui se produisent souvent dans la ville de Mahdiang. La route menant à Mbourvi et à Mbonjn et le Fuktan Tatanmassad ont même été classés comme zone rouge. En conséquence, ces trois Fukuntans seront les premières où seront placés les éclairages pour illuminer la ville. Des lampadaires alimentés par la Jiramas selon le PDS de Mahdiang, Tunganiri Nazafiarnif, Filmar. L'installation de ces lampadaires a commencé aujourd'hui pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Ils contribueront également à donner une belle apparence à la ville de Mahdiang selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. En plus, les communes bénéficieront du branchement Mour, qui est un projet d'alimentation électrique destiné aux ménages vulnérables selon les informations. Continuons dans un tout autre sujet. 12% de la population les plus défavorisées à travers tout Madagascar ont pu bénéficier du programme de filets sociaux de sécurité entre 2016 jusqu'en ce début d'année 2023. Selon le bilan fait aujourd'hui par le ministère de la Population, des efforts seront déployés pour atteindre l'objectif de la stratégie nationale de filets sociaux de sécurité, faire bénéficier les 15% de la population dans le besoin à ce filet social. Il y aura des rénovations selon les informations et la Banque mondiale a déjà approuvé un crédit de 250 millions de dollars pour pouvoir étendre le champ d'intervention à ces filets sociaux à Madagascar. Pour Madagascar, ce sont surtout les ménages extrêmement pauvres qui bénéficient des filets sociaux de sécurité. Selon les statistiques du FIT, il y a eu une augmentation du taux de couverture, car s'il était de 2% en 2016, au début du projet, il est passé jusqu'à 10% en 2022 et à 13% actuellement. En faire bénéficier 15% est l'objectif de la stratégie nationale de filets sociaux de sécurité. La mise en œuvre de cette stratégie prendra fin en 2023, laquelle sera rénovée. Par ailleurs, le conseil d'administration de la Banque mondiale a déjà approuvé un financement de 250 millions de dollars pour atteindre davantage de populations nécessiteuses bénéficiaires.
L'UNICEF continuera vraiment à appuyer évidemment le ministère de la Population et le FID dans la mise en œuvre de filets sociaux efficaces. Pour nous évidemment l'objectif est d'enrayer le cycle de pauvreté, de maximiser la résilience des enfants, l'accès aux services de base de ces enfants, notamment en garantissant la scolarisation et un apport nutritionnel suffisant. Les différentes crises qui ont pu impacter Madagascar récemment nous ont montré qu'il fallait que ces systèmes soient mis en place, que les financements soient à la hauteur et que la coordination au sein des acteurs soit renforcée. Nous voyons en tout cas l'effort consenti par le gouvernement et nous continuerons à l'accompagner en ce sens. Pour la Banque mondiale qui finance le projet filets sociaux de sécurité, les résultats sont visibles, mais il reste à améliorer la prise en compte des ménages les plus nécessiteux qui devraient bénéficier du projet. Le défi, je crois, est surtout d'étendre la couverture de la protection sociale et en ceci, le PAM donne une contribution importante. Nous assistons à 1,7 million de personnes dans le pays avec différents filets de protection sociale, donc assistance alimentaire, assistance en cash, programme d'alimentation scolaire, assistance nutritionnelle et programme de résilience en milieu rural pour les petits producteurs dans le Grand Sud et le Grand Sud-Est du pays. La contribution du PAM va aux alentours de 90 millions de dollars par an à Madagascar. Mais nous sommes ici en premier lieu pour accompagner l'État malgache, le ministère de Protection sociale. Nous travaillons avec le BNGRC, le MEN, l'ONN, donc beaucoup de partenaires à niveau national qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce programme pour assister la population malgache la plus vulnérable. La crise alimentaire dans le Grand Sud, nous avons relevé et relancé l'agriculture et les moyens d'existence de plus de 75 000 ménages vulnérables dans la zone du Sud. Et nous poursuivons nos actions. Et il y a des approches de Cash Plus. Cash Plus, par exemple, c'est une approche où nous faisons en même temps du cash pour aider le ménage à passer la période de soudure. En même temps, nous leur donnons des intrants agricoles et nous faisons encore des renforcements des capacités pour des bonnes pratiques agricoles résilientes au changement climatique. Nombreux sont les filets sociaux de sécurité qui existent à Madagascar, tels que les filets sociaux productifs comme le Asahav Chamirij, le projet de transfert monétaire pour le développement humain comme le Vatsnakuunan et Fiavut. Ces projets de filets sociaux de sécurité sont sous la direction du ministère de la Population, la Banque mondiale les finances et le FID sous l'égide de la primature et la branche exécutive. En éducation, pour ce deuxième trimestre de l'année scolaire, les méthodes d'enseignement connaîtront une amélioration, a déclaré un responsable au sein d'un établissement scolaire privé aujourd'hui. L'objectif est de pallier les faits constatés durant le premier trimestre. En outre, les élèves des classes intermédiaires auront des évaluations, tandis que ceux des classes d'examen passeront des examens similaires aux examens officiels pendant ce deuxième trimestre, d'après toujours les explications. Reportage sur les images de Yves Chanel. Cela fait 3 jours que la plupart des écoles ont entamé le deuxième trimestre de l'année scolaire après les vacances de Noël. Ce trimestre est la plus chargée pour l'année scolaire. En effet, c'est durant cette période que la plupart des classes doivent terminer 80% de leur programme scolaire, notamment les classes d'examen, selon Ramar Sochajon de Dieu, responsable auprès d'un établissement privé. Pour autant, après les vacances de Noël, le niveau de concentration des élèves a diminué selon ce dernier. Ainsi, des révisions intensives sont indispensables sur les programmes déjà effectués durant le premier trimestre. Des mesures plus strictes seront également prises au niveau de chaque classe pour garantir de meilleurs résultats scolaires selon toujours les explications. À cet égard, les classes intermédiaires auront des interrogations orales et des évaluations si les élèves des classes d'examen passeront déjà des examens blancs lors de la fin de ce trimestre. Pour rappel, l'examen officiel du CEPE aura lieu le 20 juin pour cette année scolaire et le BEPC du 3 au 6 juillet selon le calendrier publié par le ministère de l'Enseignement national. Et la distribution massive de cartes d'identité nationale et de copies d'actes de naissance à travers les jugements supplétifs se poursuit. Les citoyens de Mouramangue qui n'ont pas encore de CIN ou d'acte de naissance ont pu en acquérir actuellement grâce aux opérations effectuées par l'État. Tantunaranji, Viva Mouramangue. 16 000 citoyens ont pu acquérir leur carte d'identité nationale mais aussi des copies d'actes de naissance
dans le district de Muramang par le biais d'une distribution massive tenue par l'État depuis 3 mois. Pour la plupart, ce sont des paysans qui ne possèdent pas d'acte de naissance mais aussi de CIN du fait de l'éloignement des bureaux de la commune de leur domicile. La peur d'entrer dans des bureaux administratifs est aussi l'une des raisons à cela. Sans parler du fait que ces personnes ne connaissent pas l'importance de ces documents. Ainsi, l'État, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, avec le ministère de la Justice, initie des mobilisations pour la délivrance de jugements supplétifs pour aider ces personnes à avoir leurs documents d'identité. La mobilisation a débuté au mois d'octobre 2022 et s'est achevée le 31 décembre dernier dans le district de Muramang. Toutes les personnes ayant 18 ans et plus en ont bénéficié. Page culturelle, le monde de la culture est en deuil actuellement. 2 artistes sont décédés hier et ce matin. Il s'agit de Nar Akoudfamoul. Il a fondé et était le leader du groupe Nar Arthur. Il était aussi auteur et compositeur. Ce groupe Nar Arthur était renommé dans les années 1980 et cela s'est poursuivi dans les années 2000. Nar Akoudfamoul a rendu l'âme à l'âge de 70 ans. Taxbout a également quitté définitivement la scène aujourd'hui. Il était un artiste dans le monde du rap, membre du groupe Diocèse et Rapadang. Cela fait 20 ans qu'il était dans ce monde du rap. Il avait sorti un album l'année dernière. Taxbout participait souvent à diverses manifestations culturelles. Suivant un extrait des créations de ces 2 artistes. For show you, what you show you. Just me one character for show you. A lot man than that slayer, a little bit of a packer if I'm doing them fake. They don't do met cut to see sickle. One book not me one simple dream. Flock a name at Starema given. Marnias and Parmatis, Nalana Muti, Katis Marats and Pink. Concernant maintenant les actualités internationales, les autorités brésiliennes s'apprêtaient mardi à lancer des poursuites contre ceux qui ont organisé et financé l'insurrection ayant semé le chaos dans la capitale. 2 mandats d'arrêt ont été émis, dont un à l'encontre d'Anderson Torres, un proche allié de l'ex-président Jair Bolsonaro. Reportage sur les images de France 24. Depuis les bus qui les évacuent de l'académie de la police fédérale de Brasilia, ces partisans de Jair Bolsonaro serrent le poing et font le V de la victoire. Plusieurs centaines d'entre eux ont été transférés mardi vers une prison locale. 600 autres ont été libérés. La détention n'a pas atténué les revendications de certains manifestants. Nous allons continuer la lutte. Nous devons juste nous reposer et nous préparer pour le prochain combat parce qu'ils pensent qu'ils vont nous intimider avec ces arrestations. Ils se trompent complètement. Je veux un Brésil libre. Je veux un pays libéré du communisme. Mardi soir, un juge de la Cour suprême a émis un mandat d'arrêt contre Anderson Torres ici à gauche. Cet ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro était en charge de la sécurité du district de Brasilia lors des manifestations de dimanche. Il se trouve aux États-Unis depuis plusieurs jours, comme Jair Bolsonaro. Démis de ses fonctions, il est accusé de collusion avec les émeutiers. Selon la presse brésilienne, le commandant de la police militaire de Brasilia a aussi été arrêté. Le ministre de la Justice a également assuré qu'une 50aine d'autres mandats d'arrêt seraient délivrés dans les prochains jours. Dans le viseur de la justice, les influenceurs sur les réseaux sociaux et ceux qui auraient financé les opérations. Le président du Sénat, lui, s'est dit favorable à l'ouverture d'une enquête parlementaire. Son rôle, faire la lumière sur l'ensemble des violations de l'état de droit au cours des émeutes. Coupure de courant, inondations, routes coupées, évacuation en série. La Californie, frappée ces dernières semaines par plusieurs tempêtes successives, dénombrées mardi soir au moins 17 morts. Le gouverneur Gavin Newsom a prévenu que les intempéries devraient se poursuivre au moins jusqu'au 18 janvier. France 24. La banlieue de Sacramento entièrement recouverte par les eaux. À Fresno, plus au sud, les fortes pluies ont fragilisé les sols, entraînant des éboulements. Depuis plusieurs jours,
la Californie subit de plein fouet des tempêtes à répétition. De nombreux habitants ont dû être évacués. C'était un vrai choc. C'était incroyable de voir l'eau arriver d'un coup. Ça a jailli comme une rivière. C'était juste horrible. Les voisins sont venus frapper à la porte. Nous sommes sortis et l'eau a envahi l'impasse. Rapidement, la police est arrivée ainsi que les pompiers. Les 2 maisons au fond ont pris l'eau de plein fouet. Les intempéries de ces derniers jours ont détrempé des sols déjà saturés en eau, entraînant des chutes d'arbres et des coupures d'électricité dans tout l'État. Environ 150 000 foyers sont privés de courant. Si la météo s'est calmée ce mardi, les autorités redoutent d'autres intempéries majeures dans les prochains jours. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous nous attendons à ce que ces tempêtes se poursuivent au moins jusqu'au 18 janvier. On s'attend à au moins 3 autres de ces rivières atmosphériques, prenant des formes différentes en fonction des endroits de l'État où elles se produiront. Ces phénomènes, dont l'intensité est inédite depuis 2005, se forment avec la vapeur d'eau des tropiques et voyagent ensuite vers la côte ouest des États-Unis. Selon les scientifiques, ils pourraient être plus fréquents avec le réchauffement climatique. Malgré cela, ces intenses précipitations ne suffiront pas à compenser la sécheresse de ces dernières années, ni à reconstituer les réserves d'eau de la Californie. Et pour terminer cette édition, sous pression avec ses propos polémiques sur Zinedine Zidane et la diffusion des témoignages sur ses comportements sexistes, Noël Le Graët va devoir s'expliquer mercredi devant le comité exécutif de la FFF, une réunion potentiellement cruciale pour son avenir à la tête de l'instance France 24. Incontournable dans le milieu, il règne sur la Fédération française de football depuis 2011. Sous son règne, l'équipe de France décroche même sa 2e étoile. Noël Le Graët redresse également les finances de la FFF en reprenant notamment le contrôle des droits marketing liés au bleu. Le Breton est élu par 3 fois à la tête de la 3F et son actuel mandat court jusqu'en 2024. Mais ses multiples sorties finissent par le fragiliser. En 2019, il s'attire déjà les foudres du monde politique lorsqu'il minimise l'homophobie dans les stades. Vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs. C'est une erreur. Quand on arrête un match, j'arrêterai un match pour des cris racistes. Sauf que quelques mois plus tard, le président de la FFF estime que le racisme n'existe pas, ou peu, dans le monde du football. Plus récemment, et à l'aube du mondial au Qatar, son soutien inconditionnel à l'émirat fait grincer des dents. Mais le coup de grâce, c'est cette séquence, sa dernière sortie sur Zinedine Zidane, icône du football français. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? J'en ai rien à secouer, il peut aller là où il veut. Il n'a pas tenté de vous joindre ces derniers jours, Zinedine Zidane? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Agacée, la ministre des Sports invite les instances de football français à l'évincer. Je vous l'ai dit, c'est comme dans une grande compétition, c'est match après match, c'est point après point. Je pense que sur la fonction de représentation, la faillite est établie et qu'il faut que le COMEX en prenne la mesure. La pression autour du président est de plus en plus forte. Au-delà de ces dérapages, Noël Le Graët est également entendu dans le cadre d'un audit sur sa gestion de la FFF, avec en toile de fond des accusations de harcèlement sexuel. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Dynastie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.